Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Adventory et Smile Wanted, avec pour partenaires médias CB News et Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, programmatique, un défi pour la créativité publicitaire. Souvent considéré au service de la performance avant tout, le programmatique a-t-il impacté la création publicitaire qui, elle, est au service du branding ? Face à l'émergence de la data et du programmatique, y a-t-il de nouvelles organisations, de nouveaux process qui sont mis en place au sein des agences de création ? Face à l'émergence du tout data sur le marché publicitaire, les matmen vont-ils prendre le pouvoir au détriment des madmen ? Pour en discuter, Pierre-Antoine Durjat d'Adventory, Pascal Gaverio de Publicis Conseil, Guillaume Pelletier de Nissan Motor Corporation, Jean-Baptiste Rouet de Publicis Media. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu antinomique, ou en tout cas que le marché a tendance à opposer, à savoir la création d'un côté et le programmatique de l'autre, programmatique souvent associé à la performance, et ce sera d'ailleurs l'occasion d'une question à ce sujet. La question, c'est en quoi le programmatique est un défi pour la créativité publicitaire, on va dire au niveau du thème de l'émission. Et ma première question, et Pascal, puisque... bonjour Pascal, c'est une première pour toi au sein de l'émission et je te remercie. Tu diriges une des entités autour de la création chez Publicis Conseil. Je participe. Tu participes, en tout cas, à entre guillemets, orchestrer l'activité créative de Publicis Conseil. Comment le programmatique a impacté la création publicitaire de ton point de vue ? Alors, pour nous, de toute façon, il n'y a pas réellement d'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la création, de l'autre côté la programmatique. Pour nous, c'est vraiment deux éléments qui se complètent et voire qui vraiment se nourrissent. Puisque c'est vrai qu'au travers de la programmatique, on a dû, nous, de notre côté, vraiment se focusser sur ce qu'on appelle les fameux insights consommateurs, en essayant de se rapprocher au plus près vraiment de leurs attentes, de leurs usages, et ce qui nous permet à partir de là d'être beaucoup plus précis et donc de pouvoir construire des campagnes, on va dire, plus personnalisées et donc au final plus efficaces, puisqu'on est à même de pouvoir diffuser le bon message au bon moment et surtout avec le bon support. Donc pour nous, il n'y a pas d'antinomie entre les deux. La chose qui nous paraît aussi hyper intéressante, et c'est pour ça qu'on prend vraiment cette question avec intérêt, c'est qu'on peut aussi suivre. C'est-à-dire qu'avant, on était quand même dans le monomessage et dans le mass média. Là, on a vraiment capacité à accompagner en fait nos consommateurs, donc tout le long d'un funnel, et donc là aussi de pouvoir orchestrer, adapter, enrichir nos différents messages suivant les différentes phases du funnel. Et ça, c'est quelque chose sur lequel avant, on avait quand même beaucoup plus de mal. Et enfin, il y a un élément qui nous intéresse aussi particulièrement, qui est toute cette notion en fait un peu de test and learn qu'on peut faire au travers de la programmatique. C'est-à-dire qu'on voit très bien en temps réel quelles sont l'efficacité en fait de nos dispositifs et comment on peut justement au fil du temps les améliorer pour les rendre encore plus efficaces. Donc clairement, on n'a pas pour nous il n'y a pas de dichotomie en tout cas, les deux doivent fonctionner de pair et en tout cas l'agence est structurée pour que ça marche de cette manière-là. Merci Pascal pour cette première réponse. Pierre-Antoine, tu es du côté technologique, puisque tu représentes Adventory. De ce que tu observes, comment le programmatique a impacté la création publicitaire ? Je rappelle juste que Adventory est spécialisé dans ce qu'on appelle la DCO, Dynamic Creative Optimization. Donc effectivement, depuis 10 ans maintenant, la société a 10 ans, on a une techno là-dessus. Je vais faire un tout petit peu d'histoire parce que je trouve, pour répondre à cette question, je trouve ça marrant de remonter un tout petit peu. Je pense que la version 0 de la créa programmatique, c'est Criteo et le retargeting. Des créas perçus comme assez moches. L'arrivée du programmatique, ça a d'abord été comment j'automatise et comment je fais plus de perf. On est rentré par ça. Et donc, ce n'est pas un sujet créa. En fait, quand le programmatique est arrivé, ce n'est pas un sujet créa. À l'époque, monsieur qui est en face de nous, qui est Jean-Baptiste, ouais. arrive donc
avec les trading desks indépendants. La loi Sapin force les trading desks, donc les premiers acheteurs programmatiques, à se séparer du reste de l'organisation des agences. Et du coup, à nouveau, ce n'est pas un sujet créa, puisqu'on est séparés. Et nous, on est rentré sur le marché Adventory à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où finalement il y avait ce début, et Jean-Baptiste est un de nos premiers clients et un des premiers ardents défenseurs de la créa, parce que vu des trading desks à l'époque, qui étaient les premiers acheteurs programmatiques, finalement la créa, ce n'était pas un sujet. Et puis est arrivé maintenant les données, la possibilité d'acheter des audiences, l'élargissement des inventaires, ce qui est maintenant le cas en programmatique. Et du coup, l'histoire que tu racontes est devenue réelle. C'est-à-dire que maintenant, la créa est rentrée dans le domaine du programmatique, mais il ne faut pas oublier qu'elle est rentrée plus tard dans l'histoire. Et du coup, elle a changé les choses, mais on a fait quasiment, 5-6 ans de programmatique sans créa, quoi. Enfin, objectivement. Et sans doute que dans le futur, c'est la création qui aura un impact sur la manière dont on fait du programmatique, mais l'histoire nous le dira. Elle n'est pas encore écrite, cette histoire. Et donc voilà un peu ma réponse à ça. Comment ça a impacté ? Finalement, assez récemment, et au début, avec un angle très performance automatisation, avant maintenant de rentrer dans ce que tu décris, c'est-à-dire on embrasse le funnel et on essaie de comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Jean-Baptiste. Même entité, on va dire, même groupe que Publicis. Et donc, c'est une chance, que je disais, c'est ce que je disais en préparant cette émission. On a à la fois l'entité créative et l'entité achat média. De ton point de vue, Jean-Baptiste, comment le programmatique a impacté la création publicitaire ? Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, mais effectivement, historiquement, alors, on est plusieurs comme ça, mais dans les groupes de com, chez Publicis, on a la partie créa, la partie média, et on bossait ensemble sur les clients communs, mais on n'a pas que des clients communs. Donc déjà, ça en termes d'organisation, ça ne permet pas de scaler forcément des organes. Mais très clairement, de plus en plus, c'est le vrai, notamment via le digital qui réunit ces deux univers du média et l'espace avec Sapient, avec Epsilon. Avec People Cloud, qui est en fait une colonne vertébrale de données, à la fois des données d'insight, qui depuis très longtemps nourrissent la créa. Donc la data nourrit la créa en insight, dans la conception du message en amont. Et maintenant, l'intérêt, c'est cette donnée en temps réel, comment elle vient nourrir dynamiquement, grâce aux technos de DCO, la créa. Sauf que, tu le disais, ça existe en retargeting depuis pas mal d'années, mais ce n'est pas de la créa. C'est de la position d'un produit sur un fond blanc avec un prix et un call to action et un logo de brand. Voilà. Ce n'est pas de la création. C'est un système algorithmique qui est nourri. Et là, on parle de... Et ça représente une petite partie des investissements des annonceurs. En fait, le lower funnel, c'est qu'un petit bout de l'investissement des annonceurs. Comment, sur les 80% des dépenses des annonceurs, on arrive à poser ce message et à faire que grâce à cette donnée, à ces sous-segments, on travaille de plus en plus la segmentation des cibles en sous-cibles en fonction des aspérités sur un seul et même produit. Et on n'achète plus maintenant sur une cible marketing ou une cible média, on va acheter sur cette cible-là, mais aussi toutes ces aspérités. Et c'est comment, en création, on arrive à décliner ces messages, et là c'est un travail avec l'agence de créa, avec l'annonceur, le marketeur, pour arriver à dire ok, je décide ma cible média, mais aussi mes sous-cibles, et je fais des créas en fonction. Et grâce à cette donnée, on va pouvoir adresser le bon message enfin à la bonne personne sur la partie upper et mid funnel, ce qui va nourrir le lower funnel, et notamment le retargeteur. Si on ne fait venir personne sur le site de l'annonceur ou dans les boutiques, le retargeting n'a pas d'existence. Merci Jean-Baptiste. Alors je parlais de la diversité du plateau au niveau création, médias, technologie et le principal, l'annonceur. Donc merci Guillaume d'être là, tu représentes Nissan. Et ce qui est en plus très intéressant, et ton témoignage est d'autant plus intéressant que Nissan a été lauréat du Grand Prix Data et Créativité à travers justement une volonté créative d'exploiter ce qu'offre le programmatique, notamment la connaissance prospect ou la connaissance client. De ton point de vue, comment le programmatique a impacté la création publicitaire ? Déjà, je pense que, je suis très d'accord avec ce qui a été dit au début. Ce qu'a dit Pascal. Exactement, c'est que la data maintenant est complètement au centre de la création. Aujourd'hui, grâce à la programmatique, ça nous permet de proposer des choses hyper contextualisées, hyper pertinentes. Aujourd'hui, par exemple, en termes de créativité, grâce à toutes les datas du programmatique, on est capable de, quand il y a des pics de pollution, par exemple, de lancer des campagnes spécifiques pour les véhicules électriques. Donc voilà, ça nous permet d'être beaucoup plus pertinent dans les messages qu'on diffuse. C'est la première chose. Ensuite, avec le DCO et tout ce qui permet de personnaliser en temps réel, ça nous permet du coup d'être
beaucoup plus personnalisé dans notre message, c'est plus une communication one-to-one plutôt que comme ce qui était fait au début, vraiment arroser tout le monde avec des bannières toujours les mêmes. Et du coup, ça nous permet d'accompagner le client du tout en haut du purchase funnel jusqu'à vraiment tout en bas. Et le tout sans multiplier les coûts de production, ce qui est pour nous un petit peu important quand même. Merci pour cette transition, Guillaume, puisque la seconde question, justement, tourne autour des nouvelles organisations, voire des nouveaux process qui sont mis en place au sein des agences de création face à l'émergence de la data et du programmatique. Pascal, comment ça se passe chez toi ? Ben, écoute, on a fait évoluer les choses. Hein. Bon, entre nous, elles évoluent quand même tout le temps. Mais s'il y a peut-être 3 choses à retenir, la première, ça rejoint ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire tout ce travail amont. Donc, comme le disait Jean-Baptiste, on est très très proche des agences médias, hein, donc on travaille beaucoup ensemble sur tout ce qui est en effet la data en amont, donc là pour nous permettre à nous de pouvoir nous appuyer sur les insights les plus précis que l'on met au regard des audiences qu'on identifie. Donc ça c'est un premier point, donc c'est vrai qu'on travaille sur tout ce qui est search listening, social listening, media trends, avis Amazon et autres, donc tout ça, ça vient vraiment nourrir et pour nous, pour les créatifs, c'est important de sentir ce que les gens disent sur les produits, la manière dont ils les perçoivent, dont ils les utilisent, puisqu'on travaille sur l'ensemble du funnel. Et c'est ce qui donne de la force à une Big ID. Le deuxième point, c'est surtout sur le pilotage. Donc là, on a fait vraiment comme on dit, des efforts. On a fait évoluer le pilotage, on va dire, commercial et projet de nos campagnes, puisque là aussi, maintenant, on a des profils avec des compétences qui sont à même, justement, de comprendre le média, qui sont à même de comprendre une scénarisation de parcours client, une modélisation. Donc ça, c'est des choses qui, avant, on était un peu plus centré sur le doing. Donc là, maintenant, ces ressources-là sont à même d'embringuer l'ensemble de la mise en place, la conception et la mise en place d'une campagne. Et enfin, le troisième point concerne là plus tout ce qui est production. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même avec la programmatique face à une demande de contenu, une demande d'assets qui est quand même de plus en plus importante. Et donc là, pour répondre à cette demande, que ce soit en quantité, en rapidité, puisqu'il faut produire vite, mais aussi en coût, puisqu'on produit beaucoup, on a mis en place ce qu'on appelle des content factories, c'est-à-dire qu'on a maintenant, on est à même d'industrialiser la production, que ce soit de contenu, d'assets, de display ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, après il y a eu plein d'autres choses à côté, mais c'est vraiment les trois points essentiels en tout cas qui nous permettent maintenant de répondre concrètement à n'importe quelle demande intégrant de la problématique. Merci Pascal. Pierre-Antoine, donc justement, ta vision en termes de changement d'organisation, de nouveaux process au niveau des agences via la technologie que tu leur proposes également. Bien sûr, on fait beaucoup partie de ces process-là, hein, donc on le vit nous aussi. C'est clair que le programmatique a amené, on est passé avec les audiences, les données disponibles à des milliers de créas à produire, donc ça a beaucoup changé les choses. J'ai un point de vue un peu moins positif que le tien, mais je pense que tu parles pour Publicis. Dans l'ensemble, le marché, c'est à mon avis pas suffisamment transformé parce que le lead est encore beaucoup côté média du programmatique. Ouais. Et c'est un problème créa. Et donc en fait le problème est toujours là pour moi, c'est parce que c'est un sujet d'automatisation, de performance, c'est que des mots-clés qui sont un peu laids en agence créa, quoi. Automatisation, performance, tu vois, c'est des trucs, ça fait un peu... Voilà. Et du coup, nous on voit que les processus se sont mis en place quand il y a eu des rapprochements agence créa, agence média. C'est-à-dire quand ces rapprochements ont eu lieu pour des annonceurs, là on voit vraiment les choses changer et on voit le mélange se faire. Tant que c'est encore très séparé, malheureusement, il ne faut pas oublier que c'est souvent 2 agences en compétition qui doivent collaborer. Hein. Donc ça crée des situations assez complexes. Ce qui veut dire que technologiquement parlant, à terme, les agences créa et les agences médias seraient amenées à fusionner ? Pas fusionner, c'est que c'est une zone de collaboration entre créa et médias. Et donc il faut construire des organisations où la collaboration existe. Et avant de parler de processus, il faut parler de collaboration, à mon avis. Merci Pierre-Antoine, ça tombe bien Jean-Baptiste, c'est à toi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a des groupes avec du média et des agences, mais on n'a pas les mêmes clients forcément. Donc quand on travaille avec une agence créative d'un autre groupe, forcément, les flux ne sont pas connectés, l'organisation n'existe pas. Voilà. Je pense, alors, il y a des problèmes techniques, j'en parlerai peut-être plus tard. Je me dis, franchement, je pense que c'est au niveau du brief de l'annonceur, et c'est au niveau de la présence dans la même salle de l'agence de créa et de l'agence média sur convenir de ces messages et de ces aspérités. Les annonceurs
sont tous équipés de DMP, se sont tous intéressés à la data plus ou moins forte. Et donc maintenant, on a plus les données de marché, qui sont colossales, parce qu'on parle de la data du cookie, third party, mais les marketeurs ont des données sur les consos, sur les comportements, qui sont sur la distribution, qui sont juste énormes. Donc tout ça, il faut le mettre sur la table et il faut travailler ensemble en amont de la conception. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans des process de fonctionnement où on enquille des campagnes les unes des autres et on ne prend pas assez ce temps. Peut-être que c'est au niveau de la strate annuelle, en disant voilà les produits qu'on va soutenir, voilà nos plans, nos stratégies, voilà nos lancements, comment on réfléchit en amont, on prend le temps en amont, l'année d'avant, à réfléchir au message en fonction de mes audiences, mes cibles, de mon objectif business. Et c'est peut-être ça l'organisation en amont, avant même de gérer les flux de données, parce que ça on le sait le faire et ça existe aujourd'hui. C'est en amont la réflexion, sortir du retargeting et comment on va nourrir de l'upper funnel, un message télé, un message vidéo, même réinventer le display pour s'adapter au message. Là, il y a un vrai travail à faire, à amorcer. Mais je me fais un peu l'avocat du diable. C'est pas aussi ce rapprochement entre agence média et agence créa, c'est quand même un débat qui existe depuis des décennies. Avec le marketeur, avec l'annonceur. C'est très bien que l'agence média sait parler à l'agence de créa. Il faut que l'annonceur soit impliqué. Et il faut aussi, côté annonceur, on ait le temps à prendre pour exploiter ces données et réfléchir aux différents messages qu'on va mettre dans la créa en fonction de ses audiences. Alors justement, puisque tu parles de l'annonceur, donnons-lui la parole, Guillaume. Et notamment, je vais reprendre le Grand Prix que vous avez eu l'année dernière, Data et Créativité. Je crois qu'il y avait plus de 200 spots différents, je dis des bêtises peut-être, ou peut-être beaucoup moins, mais en tout cas, il y en avait beaucoup. C'est une campagne qui date un peu maintenant, donc j'ai plus tous les chiffres en tête, mais en tout cas, oui, on avait fait beaucoup de vidéos différentes, basées sur les profils des gens qu'on voulait targeter. Et en termes de nouvelle organisation et de nouveaux process, justement, en interne, comment ça se passe aujourd'hui ? Ça tombe très bien, parce que justement, cette année, on a mis en place une nouvelle organisation. Dans la partie donc content média, c'est-à-dire que maintenant, avant on avait 2 agences qui ne se parlaient pas forcément, et aujourd'hui on a vraiment créé un groupe donc, qui s'appelle NU 3.0, donc avec groupe Omnicom, OMD et TBWA, et du coup aujourd'hui toutes ces agences vont être dans le même espace, vont collaborer à 100%, donc en termes d'organisation, nous on a complètement mis à jour notre organisation. Et en termes de process, ça se répercute dans les campagnes, puisque en fait aujourd'hui, on n'est plus dans... on a une big idea, et puis ensuite on décline sur les différents supports. C'est que maintenant, dès le début, tout le monde est dans la même pièce pour le brief, tout le monde travaille ensemble pour venir à la big idea, trouver des insights avec les agences médias, les créas, les planeurs, etc. Et en gros, maintenant, c'est un processus beaucoup plus intégré, en tout cas chez Nissan. Le marché en a rêvé, Nissan l'a fait. En gros, on pourrait mais pas que. Et pas que. Ça existe. On peut peut-être en parler, Jean-Baptiste, mais nous, au sein de Publicis, on est un peu tout à fait sur la même logique, puisqu'on est en train, on a déjà créé, on continue à créer ce qu'on appelle des plateformes, c'est-à-dire qui réunissent justement des experts, donc par rapport à aux compétences nécessaires pour développer la meilleure campagne, intégrant bien sûr l'agence média quand elle n'est pas intégrée au sein de notre groupe, mais aussi le client. Donc on commence à avoir plusieurs exemples de plateformes que l'on monte justement pour des clients, voire pour des projets quand on a une question d'organisation plus compliquée, quoi. Alors, je vais poser la 3e question, qui est un peu la question qui fâche. Face à cette nouvelle organisation qu'exige justement le programmatique, est-ce qu'il y a quand même des freins ? Parce que demander à un élève au lycée qui fait L de parler le langage de l'étudiant ou du lycéen qui fait S, c'est pas évident. Donc comment on arrive à concilier justement ces deux mondes, à la fois créatifs et un petit peu plus, j'allais dire, analytiques. Certes, on a dit qu'il y avait de nouvelles organisations, mais face à cette nouvelle organisation, ces nouveaux process, est-ce que des freins subsistent, Pascal ? Alors, de notre côté, non. C'est sûr qu'il y a pu y en avoir il y a encore 2 ans sur justement des gens, des profils qui étaient habitués à travailler sur des grosses campagnes, on va dire, peut-être pas monomédia, mais en tout cas, on va dire orientées sur la télé. Là, maintenant, c'est plus du tout le cas, puisque justement, on a su faire comprendre, que ce soit avec les partenaires nos collègues au sein du groupe, faire comprendre que
en gros, trouver un créatif qui n'a pas envie de voir sa big ID se développer sur de multiples supports, pouvoir s'enrichir auprès de différentes cibles, qui puisse là aussi évoluer positivement en temps réel. Aujourd'hui, on n'en a plus, quoi. D'accord. Pour nous, les freins, ils n'en subsistent pas. Et pour travailler avec eux au quotidien, ils sont d'autant plus contents quand leur idée prend tout un sens et puis puisse vivre sur l'ensemble du funnel. Donc au contraire, ça leur donne un champ de réflexion encore plus important qu'avant. Et donc ça les valorise d'autant plus quand une campagne est à même de gérer l'ensemble des points de contact d'un funnel pour une plus grande efficacité, quoi. Alors, petite question subsidiaire. Est-ce que c'est une question de génération ou rien à voir ? Ça a eu joué. Maintenant, ça ne l'est plus, puisque les profils créatifs que l'on a se mettent au diapason. Et bon, malheureusement, s'il en reste quelques-uns, ce sera compliqué. C'est noté. En tout cas, le message est passé. Merci Pascal. Pierre-Antoine. Moi, je ferai un portrait un peu moins idyllique, mais je pense qu'on est plus exigeant dans la position où on est nous, parce qu'on est vraiment au cœur du dispositif de créa programmatique. Mon sentiment, c'est que les freins qui sont encore en place, il y a le business model de la créa, qui n'est pas réglé, parce que du coup, on est passé d'un business model où on facturait des déclinaisons à un business model à réinventer. Et donc, je pense que ça, c'est encore un frein, pas si évident que ça à régler. Il faut forfaitiser, il faut voir les choses autrement. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas réglé, et ce n'est pas côté agence qu'il n'est pas réglé, c'est aussi dans la tête de l'annonceur qui doit se régler. C'est-à-dire comment j'achète cette prestation de création en fil rouge. C'est pas évident, et c'est pour moi un nouveau sujet. La création, c'est un truc très dur à vendre, parce qu'une idée, c'est 10 ans de travail et 30 secondes à l'instant pour la sortir. Et on ne vend pas les 30 secondes, on vend les 10 ans de travail. Mais voilà. Donc le business model de la créa, ça a toujours été dur, et ben ça l'est toujours, bonne nouvelle. Et je pense qu'on demande aujourd'hui aux agences de créa de se ressaisir du sujet programmatique, mais il leur a déjà échappé, quoi. Il est parti un peu devant. Et du coup, maintenant, il faut rattraper tout ça, ce que tu décris. Il faut se ressaisir du truc. Et il y a un des points qui me semble très important, c'est qu'elles sont maintenant coupées de l'offre digitale du marché, c'est-à-dire coupées des régies. Vous ne rencontrez plus les régies, c'est fini. Et du coup, l'information du contexte, le programmatique a coupé la créa des régies, a coupé la créa du contexte. Et faute ça, sans doute au concept d'achat d'audience plutôt qu'achat d'espace. Exactement. Et du coup, là aussi, il y a du rattrapage à faire. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il y a encore des freins. Il faut reconnecter. E-Privacy va nous aider à faire du ciblage contextuel. Ça, c'est vrai. je suis vachement d'accord avec toi sur ce sujet. Et du coup, pour moi, il y a encore un peu l'esprit que une campagne réussie, un prix gagné, c'est quand même plutôt une belle OPSP à Saint-Lazare qu'une jolie bannière, quoi. Malgré tout, on ne peut rien faire contre. Parce que, de moins en moins quand même. Oui, de moins en moins, mais regarde les prix qui sortent. Oui, mais le prix créa et data, c'est un prix qui a été créé justement pour récompenser ça, quoi. Si tu vas sur les grands prix, malheureusement, ce n'est pas encore ce type de campagnes qui sont dans les prix. Donc, c'est un problème de jury, ça, je pense. Parce qu'il y a des très belles campagnes programmatiques extrêmement bien travaillées qui ne gagnent pas parce que personne ne comprend ce qui s'est passé. C'est mon point, c'est qu'un des freins. Malgré des résultats extrêmement positifs en ROI. Et donc, la Big ID paye encore, mais l'OPSP, enfin là, pour le coup, toi, tu n'es pas dans l'OPSP. Ah bah non, jamais. Et tu n'es pas forcément dans le contexte. Mais je te rejoins. Et pour moi, les freins, tu as raison, le business model. C'est clair qu'aujourd'hui, ça sort. En programmatique, on a développé un concept où, avant, tout était fait chez l'éditeur. Donc la valeur du média, quand on mettait 100 chez l'éditeur, c'est l'éditeur qui optimisait la campagne, on lui donnait des créas, c'est lui qui les diffusait sur ses audiences, c'est lui qui décidait du pacing, etc. En programmatique, c'est l'annonceur, l'agence, le training desk qui décide de diffuser le message à une audience sans faire fi du contexte pour autant, parce qu'on a une capacité effectivement à le connaître, et on crée de la valeur ajoutée. Et c'est là-dessus que les technos, la data, les trading desks se rémunèrent. Des trainers, c'est des spécialistes, c'est pas que des gens qui achètent derrière un ordinateur, c'est du back-office, c'est du middle-office, des gens qui auditent les technos, qui auditent la data, qui font des deals, etc. Tout ça, la créa pourrait rentrer là-dedans. Mais il faut prendre le risque, il faut réfléchir à ce modèle-là. Et donc ça, c'est un frein. Ce business model-là est un frein principal. Enfin, c'est l'un des freins principaux sur cette automatisation. Alors, merci pour cette précision, Jean-Baptiste. Est-ce que tu avais un autre point que tu voulais ajouter ? Et je te redonnerai très succinctement la parole, Jean-Baptiste, et ensuite à Guillaume qui représente l'annonceur. Le dernier frein, c'est le problème d'orga. Nous, on le vit, on l'a vécu avec Nissan, mais avec tous les annonceurs avec qui on travaille. On s'aperçoit que dans ce gouffre un peu d'organisation, il y a un sujet de
micro-coordination, de gestion de projet et tout, qui n'est pas facile et qui est aussi lié au business model, c'est-à-dire qu'il faut avoir des gens en continu. C'est pas quelque chose où on a lancé une campagne. Et donc c'est encore un changement culturel qui est, il faut une équipe organisée en place en permanence et pas quelqu'un qui sort. L'agence créa, elle a vécu pendant longtemps avec des pics, quoi. C'est-à-dire je rentre, je fais mon concept, je ressors, je rentre, je ressors. Des coûts marketing. Alors que maintenant, il faut être dedans tout le temps. Ouais. Et ça, c'est aussi un autre frein dans la façon de s'organiser. Merci Pierre-Antoine. Jean-Baptiste, est-ce que tu veux rajouter très vite et la parole à Guillaume, parce qu'on n'a pas tous les jours un annonceur sur le plateau. Tout à fait. Alors, je vais être très rapide, mais un autre petit frein très rapidement, peut-être, c'est qu'aujourd'hui, on a des technos DCO qui ne parlent pas, en tout cas, avec la DSP dans l'algo. C'est-à-dire la granularité à laquelle a accès la DCO ne remonte pas nourrir l'algo du bidder, de l'acheteur. On va peut-être perdre certains dans l'audience, mais... Non, c'est que la technologie doit rejoindre la technologie, j'allais dire, de qualification d'audience ou d'adressage du message publicitaire, doit également être conciliée avec la technologie de création dynamique optimisée. Et je termine juste, que ça c'est un point hyper important, puisque pour l'instant, grosso modo, le marché utilise les algos à disposition dans les technos, mais qu'il y a plein de solutions de custom algo, et on travaille de plus en plus sur des custom algo pour l'annonceur et non pas le custom algo de la DSP, et que du coup ça devient encore plus important. Donc la techno a toujours un pas d'avance, mais ça va devenir encore plus important d'avoir une création qui est imbriquée dans l'algorithme, et ça, il y a pas mal de travail à faire là-dessus. Merci Jean-Baptiste. Parole à toi Guillaume, et notamment parce qu'on a fait déjà une précédente émission sur la DCO, où un des points qui était remonté, c'est que certes, il y a une nouvelle organisation au sein des agences. Au sein de l'éditeur aussi, il faut en parler, puisqu'effectivement, travailler en fil rouge et être en optimisation constante, c'est aussi un changement de paradigme pour les éditeurs. Mais également, on l'a vu dans une émission précédente quand on parlait de DCO, chez les annonceurs. On parlait notamment avec une représentante de Wigo, je crois, à l'époque, et qui expliquait que, et même on a eu Voyage SNCF, qui nous expliquait qu'en termes d'organisation, c'était extrêmement lourd. Tu évoquais tout à l'heure une nouvelle organisation. Est-ce que ça crée des freins aussi ? Ça crée des freins forcément parce qu'on change une façon de travailler pour les agences. Elles n'ont pas l'habitude, quoi. Donc il faut qu'elles se mettent... surtout que nous, c'est hyper récent. Donc forcément, on est en plein dans les learnings du début, la mise en place, etc. Donc oui, ça crée des freins. Et Pierre-Antoine, il a adressé la plupart des freins qui se posent à nous. Le pricing, c'est un frein aussi hyper important. On est en plein dedans aussi. Donc voilà, en termes d'orga, en termes de mise en place, même en interne chez nous, il subsiste des freins parce que entre les équipes qui s'occupent de la partie digitale, de la data, et les équipes créa, il y a encore... c'est pas les mêmes équipes, quoi. Donc il faut forcément qu'on se parle beaucoup plus. Et voilà. Et après, je pense qu'un des freins supplémentaires, c'est aussi trouver les bons talents qui savent faire à la fois data et créa. Et ça, c'est encore... C'est compliqué à trouver. Oh oui. Alors justement, puisqu'on parle de la qualité des uns et des autres, on en arrive à notre dernière question. Dans un marché publicitaire où la data et le programmatique dominent de plus en plus, pensez-vous qu'en termes de création publicitaire, les cartes peuvent être redistribuées au profit des matmen, et ce au détriment des madmen? Petit clin d'œil pour ceux qui nous écoutent à une série bien connue sur le marché publicitaire des années 60. Nous sommes au XXIe siècle, donc des progrès ont été faits ou sont en train d'être faits pour faire en sorte que ces deux mondes se parlent. Pascal, ton point de vue, madmen contre madmen? Je ne sais pas s'il doit y avoir un vainqueur. Je ne suis pas sûr. Au contraire, il faut laisser faire, je pense, le marché. Il ne faut pas oublier que l'un ou l'autre, de toute façon, quelque part, il est que le reflet, en fait, un peu de son client. Et c'est vrai, je pense qu'on a quand même des clients qui rentreront toujours par le branding, ce qui n'empêche pas que derrière, en effet, il faut penser programmatique, il faut penser tuyau. Et à l'inverse, on a des clients qui rentreront plus sur le côté tuyau, mais il faudra aussi s'intéresser à la création pour pouvoir les alimenter. Donc moi, je ne suis pas sûr qu'il faille un vainqueur, en tout cas tout de suite. Au contraire, c'est ce qui permettra de faire évoluer plus rapidement ce milieu. Après, je pense que c'est, comme on est en train de le dire, vraiment une question de profil et de compétences, quoi. C'est vrai que pour les matmen, c'est assez compliqué, par exemple, de recruter des très bons créatifs, mais l'inverse est aussi vrai, quoi.
Donc c'est pour ça que, comme on disait avec Jean-Baptiste tout à l'heure, au sein de Publicis, on crée ce qu'on appelle des plateformes qui peuvent être donc dédiées à un projet ou dédiées à un client, qui regroupent justement les meilleures compétences par rapport à ces expertises dont on a besoin pour associer créa et programmatique. Donc peut-être que demain, il faudra un Madmen augmenté data et un Matmen augmenté créa. C'est les plateformes qu'on met en place. Très bien, merci. Merci Pascal. Pierre-Antoine. Moi, j'ai l'impression que c'est vachement un sujet d'orga et du coup, ça a fait la part belle aux boîtes de conseil. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce sujet-là, c'est ni mat ni mad, c'est plutôt les consultants qui sont venus là, non pas avec les tatouages et les baskets, mais plutôt avec les cravates. Et je pense que c'est un sujet de conseil, c'est-à-dire que comme c'est de l'orga, la brèche entre les deux pour faire travailler ensemble Matmen et Madmen, c'est devenu de l'organisation, et les champions de l'organisation, c'est les grands cabinets de conseil qu'on voit débarquer à fond. Et à mon avis, pas sans... Enfin, je pense que c'est la cause profonde, quoi. C'est que c'est ni un sujet créa, ni un sujet mat, c'est un sujet de s'organiser. Je pense qu'on a bien fait le tour, quoi. Et du coup, je pense qu'on voit arriver d'autres acteurs sur le marché qui sont spécialisés dans l'organisation. Oui, on pourrait parler d'Accenture, qui sont les historiques, mais on voit aussi des nouvelles boîtes comme Converteo ou Sutter Mills qui travaillent sur ce type ou des artefacts, où il y en a pas mal sur ce marché-là. Et donc, je pense que la brèche, elle est en train de se remplir parce que la nature a horreur du vide. Donc, l'écart entre Matmen et Madmen est en train d'ouvrir à l'arrivée de nos acteurs dans la pub pour notre bien à tous parce qu'ils pensent différemment et je pense que c'est très utile. Merci Pierre-Antoine. Jean-Baptiste. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je ne les opposerai pas, au contraire, tout est dans la complémentarité. On a voulu souvent digitaliser et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit assez souvent. Du coup, je pense qu'il faut qu'on conserve des expertises. Il faut qu'on ait des experts de la créa avec cette culture qu'il y a derrière. Il faut qu'il y ait des experts des tuyaux, de la donnée, de l'achat, du trading. Que c'est un sujet d'organisation, tu as bien raison. Qu'effectivement, il y a des brèches qui se sont ouvertes. Mais ça a été aussi le cas sur le média avant même qu'il y ait du programmatique. Il y avait toujours les cabinets, les audits, etc. Nous, c'est un vrai sujet chez nous et on développe des expertises de conseil et de consulting. On fait des audits. Même si on est jugé parti, on sait prendre du recul et on peut faire des audits et structurer des audits sur la stratégie programmatique, du contenu jusqu'à la livraison et en passant par les KPI. Donc ça, c'est des choses qui existent. Et pour finir, je vous renvoie à un tableau fait par de l'intelligence artificielle, fait par le collectif Obvious, c'est 3 Français. Il s'appelle Edmond de Bellamy. Allez voir le résultat de l'intelligence artificielle pure. On peut mieux faire, même si ça a été vendu une fortune chez Christie's à New York. Je pense que les deux compétences il faut les maintenir le plus longtemps possible. Merci Jean-Baptiste. Le mot de la fin pour toi, Guillaume, l'annonceur. Pression. Petite pression. Ouais, non, c'est bon. Du coup, moi, je rejoins un peu tout ce qui a été dit. De toute façon, c'est clair qu'il faut... le Matmen va prendre plus d'importance, forcément, parce qu'il y a beaucoup plus de data aujourd'hui. Tout est lié à la data. Donc, forcément, il va avoir plus de place. Mais on a toujours besoin du Madmen, parce qu'il faut raconter les histoires derrière. Il faut utiliser cette data pour raconter les histoires derrière. Donc, au final, il n'y a pas un ou l'autre, c'est les deux. Donc la réunion des beaux mondes, des beaux mondes, oh là c'est un lapsus très intéressant, des deux mondes, la création d'un côté, c'est pour ça que je pensais à beau, la création d'un côté et effectivement la performance et l'efficacité marketing de l'autre. En tout cas, merci de nous avoir ouvert les yeux sur ce sujet et je vous dis à bientôt sur The Programmatic Society. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du programmatique et de la créativité publicitaire. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le programmatique a permis aux équipes créatives d'avoir une bien meilleure connaissance des cibles et ainsi adapter les créations en conséquence. 2. Le business model de la création doit évoluer. Faire de la création en fil rouge nécessite plus d'investissement qu'une création pour une campagne ponctuelle. Mais la création en fil rouge, à long terme, permet plus de retour sur investissement qu'une campagne de publicité coup de poing. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adventory, Orange Advertising, Smile Wanted et France Télévisions Publicité pour leur soutien, ainsi que nos partenaires médias CB News et Redcard et notre partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFA. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.